Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. Aujourd'hui, notre expert nous dira tout sur les délais obligatoires de conservation des documents administratifs. Et tout de suite, je vous emmène à Roubaix avec son maire, Guillaume Delbarre, qui est avec nous. Le projet Blanche-Maille va dynamiser le commerce du futur. Bienvenue Guillaume Delbarre, on est très content de vous recevoir. Hein. Merci à vous. La première fois que vous venez ici sur le plateau de WEO depuis votre élection. Alors c'est un engagement de campagne, hein, installé à Roubaix, un centre de développement du commerce du futur. Blanche-Maille, c'est d'ailleurs le nom de la rue du siège de la Redoute. Alors chez vous, on le dit, on le fait, puisque vous n'avez pas tardé. Et vous avez aujourd'hui fait un point d'étape sur ce projet sur lequel vous dites que Roubaix est légitime. En deux mots, Blanche-Maille, c'est quoi ? Blanche-Maille, c'est une idée assez simple qui est née pendant la campagne quand la Redoute, acteur majeur du e-commerce, a eu quelques difficultés passagères, on l'espère tous. C'était de se dire, on a sur le territoire les ressources pour relancer et puis pour faire de cette difficulté une vraie opportunité de relancer des initiatives nouvelles. Et c'est vrai que la légitimité de Roubaix en termes de distribution, en termes de e-commerce est forte et elle est même comparable à peu de villes en France, puisqu'on a quand même eu sur les dernières années, au-delà de la naissance de la vente par correspondance historiquement, la naissance du groupe Auchan. Et c'est vrai qu'on a la particularité d'avoir beaucoup d'acteurs sur le territoire impliqués, aussi au niveau de la formation et une grande légitimité là-dessus. Et je le pensais à l'époque, aussi une grande capacité de rebond et d'innovation. Donc des acteurs économiques dans le domaine de la formation. Vous avez lancé ce projet très participatif. Hein. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce projet Blanche-Maille ? Oui, c'est vrai qu'on a voulu le mener en mode start-up dès le début. On n'a pas voulu que ce soit un projet administratif, donc on s'est lancé après être arrivé en mairie au bout d'une semaine avec un partenaire fort OVH pour lancer une dynamique de coproduction d'idées. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas faire à la place des acteurs, mais de faire avec les acteurs. Et ça, c'est assez différenciant par rapport à tout ce qui a été mené depuis longtemps sur le territoire. Alors, OVH, une boîte très importante à Roubaix, leader dans l'hébergement. Je vous propose de la découvrir. C'est en avant-première parce qu'ils n'ouvrent pas facilement leurs portes. Regardez. Il y a 15 ans, Octave crée un site internet et ne trouve pas d'hébergeur de données suffisamment fiable. Qu'à cela ne tienne, il crée son propre hébergeur, OVH. 15 ans plus tard, l'entreprise est numéro 3 mondial du secteur, derrière Google et Amazon. En France, un site internet sur 3 est hébergé par cette entreprise. Octave, au début, était tout seul. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 salariés. Chaque lundi, il y a 20, 25, 30 personnes qui arrivent ici. Des nouveaux embauchés. Voilà. Donc on embauche, on cherche des talents, on cherche des personnes qui peuvent faire du support, qui peuvent faire du développement, qui savent administrer des infrastructures. OVH est basé à Roubaix, dans les anciennes usines textiles. Ici, on se croirait un peu dans la Silicon Valley. La cantine est gratuite pour le personnel. À côté, la crèche accueille les enfants des salariés. Mais OVH ressemble aussi à un camp retranché. Grille, barbelé, empreinte digitale pour ouvrir les portes. Et les accès sont extrêmement limités et autorisés uniquement, exceptionnellement par la direction. C'est l'un des endroits les plus sécurisés d'ici de l'entreprise et peut-être même de toute la ville de Roubaix. C'est fort possible. Nous avons accès exceptionnellement au data center, le cœur d'OVH. C'est ici, dans ce bâtiment, que sont stockés tous les serveurs de l'entreprise, autrement dit, des milliers de sites internet. Et ces tuyaux bleus et rouges sont le secret de fabrication d'OVH. Car les serveurs dégagent beaucoup de chaleur, mais ils sont refroidis grâce à de l'eau. Ici, il n'y a pas de climatisation. On a réussi à atteindre des coûts de fonctionnement très bas et à proposer des coûts très bas à nos clients grâce à ces solutions. On vient capter la chaleur directement à l'intérieur du serveur, avant qu'elle se diffuse dans l'air. L'eau froide, c'est le tuyau bleu, l'eau chaude, c'est le tuyau rouge. Tout à fait, comme à la maison. OVH réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an. La petite entreprise roubaisienne a déjà dépassé IBM en nombre de sites hébergés. Et Octave a un seul objectif désormais, devenir numéro 1 mondial. Quelle réussite, hein. Alors, Blanche-Maille, concrètement, ça va ressembler à quoi ?
Mais concrètement, le travail qui a été fait depuis quelques mois, c'est de se donner tous les moyens de réussir. Donc c'est d'avoir fait le travail à la fois institutionnel, avec la région, avec Euratechnologies, mais aussi avec beaucoup d'acteurs. Ah, donc vous n'êtes pas en concurrence avec Euratechnologies? On n'est absolument pas en concurrence. On a envie de s'inspirer de ce qui a été réussi à Euratechnologies. Nous, quand on a eu l'idée, on a dit on va faire Euratechnologies du e-commerce. Donc l'idée, c'est bien de bénéficier de l'expérience de tous les acteurs qui peuvent avoir une expérience qui nous aide, à la fois public, mais aussi privé. On a travaillé sur une capacité d'investissement dans le privé parce qu'aujourd'hui, vu les difficultés du public, on imaginait mal faire un projet à 100% public et on a envie de le faire à la vitesse des startups, donc avec des capitaux privés. Vous entendrez parler de Blanche Maille. On est au début de l'histoire. En 2 mots, un rêve pour Roubaix, un rêve économique dans les 10 ans à venir. L'idée à la fois ambitieuse, mais tout à fait réalisable, c'est de faire naître des belles histoires nouvelles, comme OVH est une magnifique histoire, pour les années à venir. Merci, monsieur le maire, et bonne chance pour Blanche Maille. Blanche Maille à Roubaix, le nouveau centre du commerce du futur. Merci beaucoup, à très bientôt. Et bienvenue à Grégory Denis, notre expert, avec lequel nous vous donnons des informations concrètes pour vous, pour les entreprises également, et vous arrivez avec le chiffre du mois qui va s'afficher, et vous allez nous le décrypter. Oui. Alors, ce mois-ci, le chiffre, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est la durée de conservation, tant des déclarations que des avis d'imposition sur le revenu. Quand c'est 1 an pour les impôts locaux. Alors on va en parler parce que ces derniers mois, on a reçu les impôts locaux, les impôts fonciers, les impôts sur le revenu. Donc c'est l'occasion de faire un point sur ce sujet. Alors on vous a posé la question, est-ce que vous savez combien de temps vous devez conserver vos documents officiels? Bon, c'est clair, seulement moins de 30% d'entre nous, on sait, quoi. Donc il y a du boulot et vos informations sont attendues. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça dépend des administrations, des secteurs. Et l'objectif avec les équipes, c'était justement aujourd'hui de pouvoir expliquer quels documents conserver, combien de temps et surtout sous quelle forme les conserver. C'est important. On va faire un petit jeu. Je vais vous poser des questions. J'espère qu'il n'y aura pas trop de colle et vous allez nous répondre simplement. Volontiers. La première, si je suis particulier, combien de temps je dois garder mes papiers à la maison? Alors, les papiers de la maison, c'est 30 ans, mais nous, le conseil que l'on donne, c'est de les garder à vie au vu des enjeux. Alors, les papiers liés à la maison, on peut aussi avoir les factures d'énergie, gaz, électricité. Là, on est sur des échéances d'environ 5 ans. La téléphonie, c'est 1 an. Sur les factures de travaux que vous avez faits, là, ça va de 2 à 10 ans, le délai de conservation que l'on conseille. C'est lié à la durée des assurances, les assurances décennales, biennales, etc. Décennales, ouais, d'accord. Donc ça, c'est pour les papiers de la maison. Pour la voiture? Là, le conseil que l'on donne, c'est la durée de détention du véhicule, vous conservez les papiers. Quand vous vendez votre véhicule, vous les gardez encore 2 ans pour se prémunir d'éventuels reproches de vices cachés, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Donc 2 ans après, vous êtes tranquille. 2 ans. Voilà. Alors, un autre gros sujet, vous avez pas mal de questions là-dessus, tout ce qui concerne les relations avec ma banque. Alors là, il y a de nombreuses durées de conservation différentes. Le conseil que l'on donne, pour faire simple, puisque le but c'est d'avoir quelques chiffres repères dans la tête de chacun, ayez en tête que ce soit 5 ans. Voilà. 5 ans pour les papiers, bancaires, tout à fait. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, justement, Jean-Michel. Si vous émettez un chèque, combien de temps la personne a pour l'encaisser avant qu'il ne soit plus valide? J'ai toujours entendu parler de 2 ans. Ah non, c'est 1 an et 8 jours. Au bout d'1 an et 8 jours, votre chèque n'est plus valide. Par contre, votre créance, votre dette est toujours active. Donc je dois reproduire, on peut m'obliger à reproduire un chèque. D'accord. On se demande aussi souvent, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps parce que je commence à prendre de l'âge et j'en ai une tonne, jusqu'à quand je dois conserver mes bulletins de salaire? Le conseil qu'on va donner, c'est à vie. À vie. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que nous on accompagne tous les ans plusieurs centaines de chefs d'entreprise qui transmettent leur entreprise, qui reprennent leur retraite. Et quand on doit reconstituer les carrières pour faire valoir ses droits à la retraite, on constate trop souvent ce qu'on appelle des trous dans les carrières. Ah ouais. Et ce sont des preuves. Voilà, des preuves pour reconstituer ces années, ces trimestres. C'est long, c'est compliqué et surtout c'est très stressant pour la personne concernée de reconstituer l'ensemble. Donc le conseil que l'on donne, gardez-les à vie. Tout à fait. Ok, alors voilà quelques conseils pour les particuliers, pour les entreprises maintenant et notamment pour les documents comptables.
Alors, sur les documents comptables, même si la fiscalité, c'est sur 3 ans, là, les éléments comptables, c'est 10 ans. Alors, c'est toutes les pièces comptables. Les grands livres, les documents d'inventaire, les annexes, les factures clients, les factures fournisseurs, 10 ans. D'accord. Alors là, vous parlez des factures concernant les contrats. Alors, là, ça se complexifie un tout petit peu. Ouais. Ça dépend si vous êtes sous forme dématérialisée, si le contrat a été fait sous forme électronique, et de plus de 120 €. À ce moment-là, vous devez conserver 10 ans. Dans les autres cas, c'est 5 ans. Vous parlez de numérique. C'est vrai qu'on numérise de plus en plus les données. Est-ce qu'il y a des différences ou des spécificités concernant les documents dématérialisés? Oui, alors, il y a un grand principe à savoir, c'est que le document doit être conservé dans sa forme d'origine. S'il était papier, vous devez le conserver en forme papier. S'il était numérique, vous devez le conserver en numérique. La dématérialisation d'une facture, par exemple, papier, en numérique, peut lui faire perdre sa valeur juridique, ce qu'on appelle sa valeur probante. Donc ça, c'est un point qui est important d'avoir en tête. Ouais, en même temps, on est de plus en plus numérique, quoi. Il y aura de moins en moins de papier. C'est quoi les solutions? Alors, c'est de faire appel à ce que l'on appelle des tiers archiveurs de confiance, qui, globalement, leur métier, c'est quoi? C'est de vous fournir, alors tout ça est normé, il y a des procédures, etc., mais c'est de vous fournir un coffre-fort électronique pour stocker ces documents, de conserver la valeur probante, mais aussi de transformer ces fichiers sous un format qui sera lisible au fil des années. Parce que le logiciel, il y a quelques années, que vous avez utilisé pour générer votre facture, il n'existera plus dans 5-10 ans. Donc, il faudra encore pouvoir le lire. Donc ça, c'est les solutions qui existent aujourd'hui. J'espère que vous avez bien noté. Un mot pour conclure très vite. Depuis le 1er janvier 2014, quand vous avez un contrôle fiscal, que vous êtes une entreprise, vous êtes tenu de fournir ce qu'on appelle un fichier des écritures comptables avec les 3 derniers exercices. C'est maintenant une obligation, sinon amende et majoration. Consultez l'adresse sur les réseaux sociaux de Serre France et vous aurez à votre disposition une plaquette détaillée avec tous les conseils pour l'archivage de vos documents, que vous soyez pro ou particulier. Merci. Merci à vous. À très bientôt et merci à vous. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.